Je suis à Saint-Germain-en-Laye, commune des Yvelines de 46 000 habitants, une ville célèbre parce que 29 rois de France y résidèrent, le dernier étant Louis XIV. Je suis dans le petit square Jardin des Arts. Ici, le théâtre Alexandre Dumas. Il ne faut pas oublier que son château n'est pas tellement loin de Saint-Germain-en-Laye. Ce bâtiment abrite l'office de tourisme de Saint-Germain-en-Laye, mais il est très opportunément fermé un dimanche du mois de juillet. À côté, la médiathèque Marc Féraud, du nom de cet historien qui nous charmait autrefois par ses émissions, reprenant des bandes d'actualité de la Seconde Guerre mondiale. Juste à côté du petit square se trouve l'espace Paul et André Véra. Paul était un peintre, André Véra était un architecte paysagiste. Paul Véra s'était installé à Saint-Germain-en-Laye en 1920. Il était également sculpteur et céramiste. André et Paul Véra sont des figures du mouvement des arts décoratifs des années 1920-1930. Le musée est fermé le matin. On y trouve toute une série d'œuvres de Paul Véra qu'il avait exposées à l'exposition des arts décoratifs et industriels de 1925. Le bâtiment ici abrite non seulement l'office de tourisme, mais également l'apothicairerie royale. Et c'est très royal que ce soit fermé le dimanche également. Nous verrons cet après-midi si nous avons le temps de voir cet espace. Repassons par le petit square pour aller voir le château de Saint-Germain-en-Laye. L'endroit est la villa Eugénie Desoyer, une bienfaitrice de Saint-Germain-en-Laye. Un beau plan de bananier. Il y a ici une jolie porte. Elle est un peu cachée par le marronnier d'Inde. Il est dit ici que cette façade se trouvait autrefois dans la ville de Vendôme, près de Tours. Elle a été transférée à Saint-Germain-en-Laye. Mignon ce petit jardin des arts. Pourquoi pas l'église Saint-Germain? Nous arrivons place du château, que voici, et vous voyez la chapelle du château ici. La ville de Saint-Germain-en-Laye est cossue et fait très vieille France. Voici l'église Saint-Germain du XIXe siècle. Le château de Saint-Germain-en-Laye abrite un musée d'archéologie qui, à l'heure actuelle, est pour partie fermé pour travaux. L'église Saint-Germain date de 1827. Important portique classique.
Les orgues du chœur de Cavaillé-Coll datent de 1889. L'édifice est décoré de fresques d'Amaury Duval de 1857. Chapelle Saint-Joseph. Chapelle du Sacré-Cœur. Le déambulatoire comporte des vitraux. Et voici Sainte Thérèse de Lisieux. Martyr de Saint-Vincent. Chapelle mariale, très exactement, chapelle de la Vierge Notre-Dame de Bon Retour. Je pense que vous la reconnaissez. Chapelle Saint-Louis. Chapelle Saint-Vincent de Paul. Les grandes orgues datent de 1698. Cette belle chaire, ici un peu dans la pénombre malheureusement, était destinée à Versailles. C'est à Saint-Germain-en-Laye que par un vœu le roi Louis XIII a consacré la France à la Vierge.
On peut trouver ici la sépulture du roi Jacques II d'Angleterre, qui est décédé en exil à Saint-Germain-en-Laye en 1701. Je n'ai pas encore vu cette sépulture. Cherchons. J'ai bien du mal à trouver le monument funéraire de Jacques II. Sur ce plan, je vois que je suis là, et la chapelle Jacques II, c'est la première que j'ai filmée. Retournons voir ça de près. C'était là-bas. Voici le monument funéraire de Jacques II. Et nous allons emprunter la rue de la Salle. Voici la rue de la Salle. C'est pas les toutes les semaines, non. Dans cette rue, nous allons voir la plus vieille maison de Saint-Germain-en-Laye. On ne peut malheureusement pas y accéder apparemment. Voici la plus vieille maison de Saint-Germain-en-Laye, avec ses pans de bois. Oui, c'est comme ça qu'ils ont fait. Oui, c'est pas vrai. Mais je peux pas. L'arrière de l'église Saint-Germain, le campanile. Place de l'abbé Pierre de Porcaro. On se croirait un peu à Paris dans certains quartiers. Tournons à gauche dans la rue au Pin. Au 38 se trouve donc la maison natale de Claude Debussy, qui est né ici en 1862. La rénovation est toute récente. L'inauguration a eu lieu il n'y a même pas 10 jours. La maison natale de Claude Debussy se visite. Il y a un petit musée. Le billet est combiné avec le musée Paul et André Véra que nous avons vu au début de ce film. Poursuivons cette flânerie jusqu'à la rue du Vieux Marché.
Rue du Vieux Marché est un terme approprié puisque les marchés avaient lieu ici jusqu'en 1526. Empruntons la rue des Louviers. Nombreuses terrasses et boutiques dans cette rue des Louviers. Est-ce qu'il ne fait pas très chaud dans ces petites chambres de bonne au moment de la canicule? Collignon. En fait, il a mis moins de Rue des Écuyers. On rattrape la rue de la République. Rue du Castel sur la droite. Dans cette rue ont habité Alphonse Kahn, et Romy Schneider. J'allais confondre le collectionneur Alphonse Kahn avec Alphonse Karr, qui a bien existé lui aussi. C'est lui qui a lancé Étretat. Tout est si cossu à Saint-Germain-en-Laye que même les graffitis sont des chefs-d'œuvre. Ici le roi Henri II. Nous allons rattraper la rue de Pontoise. Et nous sommes près de l'hôtel de ville de Saint-Germain-en-Laye. L'hôtel de ville occupe les locaux de l'ancien hôtel de la Rochefoucauld. On poursuit donc dans la rue de Pontoise. Hôtel de Créqui.
On arrive place Édouard Détail. Engageons-nous dans la rue d'Alsace. Allons voir la villa de Noailles. Ce n'est pas ça, c'est plus loin. Et en fait, de villa, c'est l'hôtel de Noailles qu'il faut dire. Il est dû à Jules Hardouin-Mansart. Si ici les bambins n'apprennent pas le sens de l'éloquence, c'est à n'y rien comprendre. On dépasse la rue de Tourville, l'hôtel de Noailles est plus loin. L'hôtel de Noailles est au numéro 11. La porte étant fermée, on voit hélas peu de choses. L'endroit ne se visite qu'avec des visites guidées de l'office de tourisme. Je vais rebrousser chemin, déjeuner et visiter donc le château et ses parages. Il y a notamment de très beaux jardins et une terrasse aménagée par le nôtre. Nous allons entrer dans les jardins du château ici. Sommes-nous à Genève, non à Saint-Germain-en-Laye? Non loin se trouve le jardin anglais, par lequel nous allons commencer. Nous allons avoir une vue magnifique sur le château de Saint-Germain-en-Laye. Derrière le bassin se trouve l'allée Louis XIV. Mais c'est par ici que nous allons trouver le jardin anglais. Je vous dirai quelques mots du château de Saint-Germain-en-Laye tout à l'heure. Profitons de ce bel espace vert. Nous verrons aussi les terrasses qui offrent une vue somptueuse sur l'ouest parisien. Pour aller au jardin anglais, on doit d'abord prendre l'allée Louis XIV et aller vers le nord ensuite. L'église Saint-Germain. C'est à Saint-Germain-en-Laye qu'est né Louis XIV, qui a été baptisé au pavillon Henri IV, que nous verrons tout à l'heure. Et oui, demain, c'est le 14 juillet. Comme je dis toujours, les Français sont indisciplinés. Vous voyez,
On met des pancartes pelouse interdite et ils en ont mis quand même. L'endroit est vraiment d'une grande beauté, le donjon là-bas. On va récupérer le jardin anglais. Budleia. Lavater. Le monument aux morts de Saint-Germain-en-Laye se trouve dans le jardin anglais. On s'approche de la grande terrasse de Lenôtre. C'est joli ici. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que là, Voici la petite terrasse qui s'étend jusqu'au pavillon Henri IV. C'est un reste du vieux château. Voici la grande terrasse d'une longueur de 2,4 km. Le tout a été aménagé par Lenôtre en 1673. Voici l'ouest de Paris. Allons voir la table d'orientation. Vous reconnaissez la Défense. Sur la gauche, à droite, il y a un monticule, c'est le Mont Valérien. Et on aperçoit un édifice dont vous avez peut-être entendu parler. Cela fait un bail que je ne suis pas allé à la Défense. Il doit y avoir très certainement un circuit pour voir tous ces immeubles. Ça méritera un petit film, un de ces quatre. Nous sommes à 80 mètres d'altitude. La table d'orientation du syndicat d'initiative et du Touring Club de France n'est pas très pratique à lire. Les indications sont un peu effacées. En contrebas se trouve la commune du Pec. Le Mont Valérien évoque des souvenirs sinistres pour ceux qui connaissent la Seconde Guerre mondiale.
Je me rapproche à présent du pavillon d'Henri IV, dans lequel Louis XIV a été baptisé le jour de sa naissance. Il n'y a pas que Louis XIV qui est né à Saint-Germain-en-Laye, dans le château. Il y a d'autres rois, Henri II et Charles IX. C'est ici qu'en 1514, le roi Louis XII maria sa fille Claude de France avec le duc d'Angoulême, que vous connaissez plus sous le nom qu'il a pris l'année suivante, François Ier. Les vignes de Saint-Germain-en-Laye. Peut-être un grand cru classé bientôt, avec le réchauffement de la planète. 2 rois sont morts à Saint-Germain-en-Laye. Louis XIII, le père de Louis XIV, et également un roi d'Angleterre en exil, nous l'avons dit, Jacques II Stuart, en 1701. Louis XIII, c'était en 1643. Saint-Germain-en-Laye. Ce nom me fait penser à une anecdote. Je ne sais pas si elle est authentique, mais en tout cas, elle circule. Un astrologue avait dit à la reine Catherine de Médicis qu'elle mourrait près de Saint-Germain. Du coup, vous pensez bien que la reine-mère de François II, Charles IX et Henri III évitait d'approcher du château de Saint-Germain. Elle se trouvait au château de Blois à la fin de l'année 1588, au moment où Henri III fit assassiner le duc de Guise par sa garde, les 45. Quelques jours plus tard, en janvier 1589, Catherine de Médicis se sentit mourir. Elle voulut savoir s'il y avait une paroisse de Saint-Germain ou un village Saint-Germain à proximité. Il n'y en avait pas. Elle accepta de faire venir un prêtre pour se confesser. « Comment vous appelez-vous, mon père ? » ?»« Je suis l'abbé de Saint-Germain, » lui répondit-il. Elle comprit que son heure était venue. Je soupçonne que cette anecdote n'est pas authentique, mais due à quelque auteur, à la Alexandre Dumas. Je suis un poil déçu par la grande terrasse, elle n'est pas ombragée. Bon, si c'est un exploit technique de le nôtre, peut-être, mais bon, ça me laisse un peu froid. On prépare le feu d'artifice du 14 juillet. À présent, je suis proche du pavillon Henri IV. Situé sur le coteau avec le pavillon Sully en contrebas, le pavillon Henri IV est tout ce qu'il reste du château neuf. Il y a un restaurant à présent. C'est contre le bord du coteau que de Henri II à Henri IV, le château neuf fut construit. En 1776, le château neuf tombait en ruine. Louis XVI le vendit à son frère, le comte d'Artois, futur Charles X. Mais finalement, celui-ci le fit démolir parce qu'il avait acquis un autre château. Il le fit démolir, à l'exception donc de ce petit pavillon Henri IV. Très beaux hydrangeas là-bas. La cour habitait tantôt le château neuf, tantôt le château vieux. Dirigeons-nous vers la partie ancienne.
Voici une des entrées du jardin du château. Avenue Gambetta. Très mystérieusement, au niveau de cette belle demeure, on voit cette structure qui rappelle furieusement un bunker. Il n'y a pas d'indication dans les guides ou pas de panneau pédagogique, c'est très étrange. Voici donc le château vieux de Saint-Germain-en-Laye, dont la construction a débuté à partir de Louis VI le Gros. Et encore un bunker, c'est vraiment drôle. Ici, un panneau pédagogique sur les cultures de l'âge du bronze, avec notamment du lin. Le roi Louis VI le Gros avait voulu faire un château fort à cet endroit parce qu'il y avait un coteau. Plus tard, Louis IX, c'est-à-dire Saint-Louis, édifia une chapelle qui rappelle un petit peu la Sainte-Chapelle, sans les vitraux. Le roi Charles V, le Sage, apporta des aménagements nouveaux, des fortifications. François Ier, à son tour, confia à Pierre Chambige le soin de transformer le château. Et son fils Henri II voulut lui donner un caractère plus intime, plus résidentiel. Quant à Louis XIV, qui est né, il aimait beaucoup Saint-Germain-en-Laye. Il demanda à Mansart de l'aménager, avant de partir pour Versailles en 1682. En 1689, le roi détrôné d'Angleterre, Jacques II Stuart, vient habiter ici, où il meurt en 1701. Sous Napoléon Ier, le château devient une école de cavalerie. Et sous Louis-Philippe Ier, c'est une prison militaire. Napoléon III fait évacuer la prison pour accueillir la reine Victoria. Il était question alors de démolir ce magnifique château, mais la reine Victoria intercéda. Elle demanda à ce qu'on sauve le château parce que ses ancêtres y avaient été exilés. Napoléon III accéda à sa demande, restaura complètement le château et le transforma en musée. Esplanade du château, place du Général de Gaulle. C'était assez loin. Parce que... Il n'y a pas que le musée à voir, il y a également la chapelle de Saint-Louis. Nous avons plutôt bien mangé au Soubise, ce restaurant qui est sur la place du Général de Gaulle. Il paraît que le château ferme à 17 heures. Il ne reste pas beaucoup de temps pour voir tout ça. Le château a été restauré de 1862 à 1906. Nous voici dans la chapelle en question.
Œuvre vraisemblable duc de Chelles, la chapelle ici a été construite sur ordre de Louis IX de 1234 à 1238. Donc à peu près une dizaine d'années avant la Sainte-Chapelle de Paris. Les clés de voûte comportent des figures humaines. Ce sont celles de saint Louis, de son épouse, de sa mère Blanche de Castille. La cour intérieure du château. On comprend que Louis XIV ait pu trouver plaisant un séjour ici. Pour la partie muséale, hélas, en 2025, de nombreux endroits du château sont inaccessibles. Il y a des travaux en cours. Allons voir ce qui peut encore être vu. Il n'y a pas d'escalier, mais ça me fait penser à Chambord. Vercingétorix, c'est là-bas, mais on n'a pas le droit d'aller le voir. Dans cette salle, on trouve les collections du deuxième âge du fer, de l'âge du fer. Des dizaines de milliers des tombes gauloises ont été mises à jour dans les années 1860 et 1870 en Champagne.
Cette vitrine présente les techniques de radiographie des objets. Offrande pour les dieux. Monnaie gauloise. Cette carte montre l'emplacement d'Alis-Sainte-Reine en Bourgogne. Alis-Sainte-Reine qui serait donc Alésia, où se situa la bataille entre Jules César et Vercingétorix. Et voici l'objet du mois, le cadran solaire portatif. De toute évidence, c'est un géotrouphe tout gaulois qui nous a pondu ça. Regardez-moi si c'est ingénieux. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose que Louis XIV ne connaissait pas. Et voilà, il aurait licencié tous ses portiers.
pas du tout le même truc. C'est pas non plus le même prix. Voici une très intéressante maquette qui nous montre le château de Saint-Germain-en-Laye tel qu'il est aujourd'hui, mais surtout le château neuf avant qu'il ne soit détruit, sous Charles X. Donc c'est là qu'est né Louis XIV, et vous vous rendez compte que la surface était beaucoup plus considérable. Quel malheur d'avoir perdu tout ça. Tout ceci, c'était donc aux alentours de 1650. La chapelle. Le donjon quadrangulaire de Philippe IV, dont je ne vous ai pas parlé. Dans un angle de la pièce, un buste de l'empereur Napoléon III, qui est le sauveteur du vieux château, qu'il a restauré sur la prière de la reine d'Angleterre, Victoria. Et voici pour cette visite incomplète de Saint-Germain-en-Laye. J'espère que vous aurez apprécié les perspectives que je vous ai ouvertes et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles séquences. À bientôt, si vous le voulez bien, comme disait Lucien Jeunesse.